dans le cadre de l'école doctorale donc SPI de l'université Blaise Pascal. Donc cette thèse s'intitule « Analyse radiative des photobioréacteurs » et elle s'inscrit dans le cadre de l'étude de l'ingénierie de la photosynthèse qui va consister à utiliser la photosynthèse d'une manière plus efficace que ce que l'on va trouver en milieu naturel. Donc ça, c'est une idée très prometteuse, car on va partir de ressources largement abondantes sur Terre, du soleil, de l'eau, même impropre à la consommation, quelques minéraux et du CO2, qui est aujourd'hui même trop abondant sur Terre. On va se servir de micro-organismes photosynthétiques, qui eux aussi sont largement abondants, et que l'on va cultiver dans des objets technologiques optimisés, que l'on appelle des photobioréacteurs. Tout ça avec, à terme, la possibilité de se substituer au pétrole qui lui aussi dérive de la photosynthèse, suite à une dégradation sur plusieurs centaines de millions d'années de la biomasse, ce que nous proposons de faire en seulement quelques jours, avec la production de vecteurs énergétiques et d'intermédiaires chimiques qui vont permettre la production de plastique, de peinture, tout ce qui dérive à l'heure actuelle de la pétrochimie. Avec aussi une application différente qui est celle du support vie, recherche que l'on mène en collaboration avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, où là, il s'agit de régénérer les atmosphères de futures bases martiennes. Donc on va partir du CO2 expiré par les astronautes pour leur fournir le dioxygène dont ils ont besoin et aussi de la biomasse avec laquelle ils vont pouvoir s'alimenter. Alors c'est un procédé très prometteur, il y a un essor grandissant autour de ces photobioréacteurs. Vous avez peut-être vu quelques reportages à la télé ces derniers temps. Pourquoi? Parce que sur le plan théorique, on peut espérer, avec des photobioréacteurs, atteindre des productions à l'hectare 100 fois supérieures à celles de l'agriculture conventionnelle. Donc c'est énorme. Cependant, à l'heure actuelle, on est encore loin de pouvoir atteindre ces performances dans le cadre d'une utilisation à grande échelle. Et ce, principalement, car nous sommes, à l'heure actuelle, dans l'incapacité de concevoir des photobioréacteurs qui soient en mesure d'assurer une utilisation efficace de la lumière du soleil. Donc ceci laisse une place entière autour d'une réflexion d'ordre scientifique sur l'optimisation de ces procédés. Et dans ce paysage, l'Institut Pascal de Clermont-Ferrand est à la pointe, notamment à travers la proposition de prototypes de photobioréacteurs conçus pour atteindre l'efficacité optimale de la photosynthèse, comme ce prototype, dont je vais beaucoup me servir dans cet exposé. C'est un prototype à dilution contrôlée du flux en volume, que je vais appeler à partir de maintenant par son petit nom, dicofluve, dans lequel le rayonnement solaire est capté ici, puis concentré par des lentilles. Vous voyez cette série de lentilles. Le rayonnement solaire est ainsi dirigé dans un millier de fibres optiques à éclairage latéral. Donc ce sont des fibres optiques qui vont éclairer sur toute leur surface. Ces fibres optiques vont pouvoir amener la lumière aux micro-organismes. Donc elles sont immergées, ces 1000 fibres optiques, dans une suspension de micro-organismes, telle que celle-ci, qui est contenue dans un réacteur. Donc on voit nos 1000 fibres optiques là-haut, contenues, immergées dans la suspension de micro-organismes, contenues dans ce réacteur en acier inoxydable. Donc je vais me servir au cours de mon exposé beaucoup de cette représentation schématique où l'on voit quelques-unes de ces fibres optiques. Les pointillés ici sont une vue de l'esprit, c'est juste pour représenter la distance entre les fibres. Et elles sont contenues dans le réacteur en acier inoxydable dont on voit un bout de paroi ici. Donc pour arriver à la conception de tels prototypes optimisés, il faut avant tout comprendre ce qui se passe dans le procédé et notamment la manière avec laquelle la lumière va se répartir dans ces milieux biologiques, ce qui est l'objet de ma thèse. Donc pour mener à bien cette étude, je me suis situé dans un contexte pluridisciplinaire, à l'interface entre d'un côté la communauté des spécialistes des photobioréacteurs à l'Institut Pascal de Clermont-Ferrand et d'un autre côté les spécialistes de la physique de la lumière avec une collaboration étroite avec les laboratoires Laplace de Toulouse et Rhapsody de l'École des Mines d'Albi. Donc mon exposé va s'articuler autour de la construction d'un modèle qui va permettre de prédire les performances
de photobioréacteurs, de n'importe quel photobioréacteur que l'on peut imaginer pour aider à la conception, car on ne peut pas, à chaque fois qu'on a une idée de design, construire un photobioréacteur pour tester ses performances, hein, ça serait beaucoup trop coûteux en temps et en argent. Donc pour cela, je vais partir dans un premier temps de l'étude de l'interaction entre un micro-organisme isolé et la lumière, ce qui va me donner quelque chose qu'on appelle les propriétés radiatives, que je vais vous définir, et qui sont les paramètres d'entrée qui vont me permettre d'aller à l'étude d'une suspension de micro-organismes, donc plusieurs micro-organismes, dans le cadre de la simulation d'un photobioréacteur par la méthode de Monte-Carlo. Enfin, j'arriverai à la fin à une analyse des performances du procédé dans son ensemble. Donc pour commencer, il y a quelque chose de tout à fait remarquable en physique qui s'appelle la dualité onde-corpuscule et qui dit que l'on peut décrire la lumière à la fois comme une onde, donc vous voyez une onde lumineuse ici, qui est perturbée par la présence d'un micro-organisme, et on peut aussi bien décrire cette lumière comme un ensemble de particules qui se déplacent. Voilà, cet ensemble de particules qui se déplacent, ces particules étant appelées les photons. Ils sont assez populaires de nos jours. Donc ce que je propose dans ma thèse, c'est principalement d'utiliser cette description, mais avant cela, j'ai proposé de résoudre ce problème avec une onde donc, qui relève de la physique de l'électromagnétisme, avec des difficultés significatives qui sont bien reconnues de la physique actuelle, qui sont dues à l'hétérogénéité interne de ces organismes vivants, de leur géométrie complexe et de leur taille. Donc j'ai proposé un ensemble de solutions qui permettent de mener à bien ce calcul complexe dans le cas des micro-organismes, ce qui me donne accès à ces fameuses propriétés radiatives qui sont en fait simplement la probabilité pour qu'un photon, cette particule de lumière, soit absorbé par un micro-organisme lorsqu'il se déplace dans le photobioréacteur, soit diffusé, c'est-à-dire qu'il change de direction et il continue son chemin. Si le photon est absorbé, il va rentrer dans la réaction de photosynthèse. Donc, vous comprenez qu'à ce stade, j'ai tout ce qu'il me faut pour suivre un grand ensemble de ces photons qui vont se déplacer dans ma suspension de micro-organismes. Et c'est ce que je vais faire maintenant dans le cadre de la simulation d'un photobioréacteur par la méthode de Monte-Carlo. Alors ici, je vais m'intéresser à la vitesse avec laquelle ces photons sont absorbés en un point du photobioréacteur, et je m'occuperai après de ce qu'ils deviennent, donc s'ils sont absorbés, ils arrivent dans la photosynthèse. Donc ce calcul, il est compliqué, parce qu'il implique tous les chemins que peuvent emprunter les photons depuis leur émission aux fibres jusqu'au point où j'ai choisi de regarder leur absorption. Donc pour faire ce calcul, j'ai utilisé la méthode de Monte-Carlo, qui est une méthode de calcul qui va consister ici à générer aléatoirement des chemins empruntés par les photons. Donc c'est-à-dire que l'on va jeter une poignée de dés qui va nous donner un chemin emprunté par les photons, puis on va rejeter les dés, ça va nous donner un second chemin emprunté par les photons, ainsi de suite, à peu près 1 million de fois. Puis la vitesse à laquelle les photons sont absorbés en mon point d'observation est calculée comme la moyenne de la contribution de tous ces chemins optiques. Donc vous allez voir que si l'on rentre dans le photobioréacteur, en plus d'assurer des résultats exacts, cette méthode de Monte-Carlo est très intuitive. On va dans un premier temps jeter des dés, et ce qui va nous donner une première position d'émission sur une fibre optique qui est claire. Puis on va générer aléatoirement, encore avec un jeté de dés, une direction d'émission pour le photon que j'ai choisi de suivre. Ceci va automatiquement nous donner la première position d'interaction avec le système. Si cette position d'interaction est avec, par exemple, la paroi extérieure en acier inoxydable du photobioréacteur, alors on va générer aléatoirement une direction de réflexion, le photon est réfléchi, et il continue sa route. De même, si cette position d'interaction est à la surface d'une autre fibre, parce que le photon peut aller tout droit et rebondir sur une autre fibre. Enfin, si cette interaction se fait avec un micro-organisme, on va jeter un dé pour savoir si ce photon est diffusé, auquel cas il va continuer son chemin dans la direction de diffusion, ou alors s'il est absorbé, auquel cas il rentre dans la photosynthèse. Donc tous ces algorithmes que j'ai développés durant ma thèse mettent à profit parmi les avancées les plus récentes dans le domaine de la méthode de Monte-Carlo, tant pour la conception des algorithmes, donc vous verrez les avancées que cela permet un peu plus tard dans l'exposé,
qu'en ce qui concerne leur mise en œuvre informatique. Car vous vous doutez bien que je n'ai pas passé 3 ans à jeter des dés sur ma table. Donc, cette mise en œuvre, je l'ai faite dans le cadre de l'environnement de développement EDSTAR que nous développons conjointement au sein du groupe Star West et qui met à disposition des physiciens du transfert radiatif, comme moi, tout un ensemble d'outils qui va faciliter la simulation de leurs algorithmes dans leur ordinateur. Donc parmi ces outils, on retrouve notamment des outils de génération de nombres aléatoires, donc de jeter de dés, dans un contexte de calcul parallèle, ce que je ne vais pas détailler ici, car le second candidat de l'EDSPI va faire un exposé dédié à cela dans la suite, je crois. Moi, je vais me concentrer ici sur l'utilisation de librairies de calcul pour l'accélération du suivi de photons en géométrie complexe. Alors la géométrie complexe, la complexité géométrique, c'est une difficulté récurrente en physique. Vous pouvez demander à n'importe quel physicien, il va vous dire faire un calcul en géométrie complexe, c'est difficile. Et ici, cette difficulté, elle prend la forme de la nécessité d'un grand nombre de calculs d'intersection entre notre million de trajectoires de photons et ces intersections avec la géométrie complexe du réacteur. Or, il y a une communauté, la communauté de la synthèse d'images, qui a un grand savoir-faire dans ce domaine, puisque ce type de rendu d'image, justement, est obtenu en lançant un grand nombre de rayons de lumière sur une géométrie 3D, là on peut vraiment le dire, monstrueusement complexe. Donc on voit ici une centaine de milliers de poils qui font penser quand même à nos fibres et on observe toutes ces ombres portées qui sont le résultat d'un grand nombre de lancers de rayons de lumière. Cette image des studios Pixar a été obtenue en utilisant les mêmes outils que ceux que j'utilise et qui ont été développés dans le cadre du projet Physically Based Rendering Techniques qui part du principe que pour obtenir des rendus d'images de très grande qualité, telle que cette animation, où tout est calculé par ordinateur, c'est de la réalité virtuelle, rien n'est réel là-dedans. Pour obtenir ce genre de qualité d'image, il faut être au plus proche de la physique, en fait. Donc suite à un travail conséquent du groupe Star West pour s'approprier ces outils de la synthèse d'images, on dispose, donc dans mon travail, de toute la maturité de cette communauté de la synthèse d'images, et cela se traduit notamment par une distinction complète d'un côté de la description de la géométrie du photobioréacteur que je veux simuler, et de l'autre côté de la physique de la lumière. Ce qui permet, une fois que la physique de la lumière est résolue, de pouvoir, même quand on n'est pas un spécialiste, changer à volonté le design du photobioréacteur pour pouvoir tester ses idées en tant qu'ingénieur. Donc à ce stade, je dispose en n'importe quel point de mon photobioréacteur, si je fais un zoom là entre deux fibres et je regarde un petit bout de suspension, je dispose de la vitesse à laquelle les photons rentrent dans la photosynthèse, où ils sont convertis en biomasse et en dioxygène. Maintenant, la difficulté, c'est d'aller aux performances du procédé tout entier. C'est-à-dire qu'il va falloir additionner la contribution de tous ces points contenus là où il y a des micro-organismes, c'est-à-dire contenus dans tout le volume compris entre les 1000 fibres optiques. On se retrouve une fois de plus face à la complexité géométrique, et cette fois, au début de ma thèse, de manière dramatique, parce que ce calcul ne peut pas se faire au début de la thèse par la méthode de Monte-Carlo. Ce calcul était hors cadre d'application de la méthode de Monte-Carlo, donc je ne pouvais pas utiliser les outils que je viens de vous présenter. Donc une contribution majeure de ma thèse, ça a été de proposer, en fait, de réussir à étendre la gamme d'applicabilité de la méthode de Monte-Carlo à ce genre de problèmes qui ont la spécificité, en fait, d'être ce que l'on appelle non linéaires. Alors, non linéaire, ça veut dire quoi? C'est que ce couplage à la photosynthèse, la synthèse que j'ai représenté ici comme un engrenage, si l'on augmente, si je prends un point dans la suspension de micro-organismes où la vitesse des photons est 2 fois supérieure, eh bien, la production en biomasse et en dioxygène n'est pas du tout 2 fois supérieure. Et ça a échappé au début de la thèse complètement à la méthode de Monte-Carlo. Et on arrive maintenant à résoudre tous ces problèmes, toute cette famille de problèmes avec la méthode de Monte-Carlo, ce qui a des retentissements dans plusieurs domaines applicatifs, sur quoi je reviendrai dans la conclusion, mais qui ici, dans notre contexte d'étude des photobioréacteurs,
nous permet de tordre définitivement le cou à la complexité géométrique et d'obtenir un calcul exact des performances du photobioréacteur, quelle que soit sa géométrie, et pour seulement quelques minutes de calcul sur cet ordinateur portable de bureau, là où, au début de la thèse, il fallait plusieurs jours de calcul sur des ordinateurs très puissants dédiés du type cluster. Donc pour autant, mon travail ne s'est pas arrêté là. J'ai aussi voulu intégrer à ces outils de simulation d'autres avancées très récentes autour de la méthode de Monte-Carlo qui vont permettre d'orienter les décisions de conception technologique de photobioréacteurs, ce qui ici concerne le calcul de sensibilité que je vais maintenant vous détailler dans le cadre d'une illustration de l'utilisation des outils que j'ai développés durant ma thèse pour une optimisation, pour chercher un fonctionnement optimal du prototype d'Icofluve avec ses 1000 fibres optiques. Donc vous voyez ici les performances du photobioréacteur en fonction de la concentration en micro-organismes qui correspond à cette échelle, allant de très peu de micro-organismes, donc très dilués, à beaucoup de micro-organismes, donc très concentrés. Donc quand on est ingénieur devant son ordinateur, la première chose qu'on fait, on choisit une concentration de manière plus ou moins arbitraire et on lance un calcul. Donc on obtient les performances du photobioréacteur ici. Alors ce que je propose, moi, c'est en simultané, pour le même temps de calcul, on va avoir la sensibilité. La sensibilité qui est cette flèche qui nous indique qu'en fait, pour aller chercher un fonctionnement optimum, il faut augmenter la concentration en micro-organismes. Nous sommes ici dans un cas trop dilué, donc la lumière traverse le photobioréacteur sans être totalement absorbée, et donc on perd de la lumière à l'arrière du photobioréacteur. Donc ce qu'on fait, on augmente la concentration, on lance un nouveau calcul, on a bien des meilleures performances, mais la sensibilité nous indique que cette fois nous sommes allés trop loin, les micro-organismes se font de l'ombre mutuellement, et les micro-organismes, lorsqu'ils sont à l'ombre, ils font comme vous et moi, ils se mettent à respirer, donc ils font l'inverse de ce qu'on veut qu'ils fassent. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir une sensibilité nulle qui indique qu'on est à un optimum, et on atteint cet optimum en faisant seulement quelques calculs, sans avoir à reconstruire tout le comportement du photobioréacteur, ce qui prendrait beaucoup de temps, puisqu'il faudrait faire les calculs pour tous les fonctionnements. Donc en conclusion, ce travail de thèse a été valorisé par plusieurs articles dans des revues internationales, ainsi que par plusieurs congrès, ce qui témoigne de la réussite de mon travail, puisque j'ai atteint mes objectifs. Nous disposons à l'heure actuelle d'outils performants capables d'aiguiller la conception technologique de photobioréacteurs. Ces outils sont d'ores et déjà utilisés au laboratoire GEPEA de Nantes, avec qui nous travaillons en collaboration étroite autour des photobioréacteurs, et en parallèle, nous travaillons à pousser encore un peu plus ces outils en collaboration avec les laboratoires CETIL de Lyon et Institut Fresnel de Marseille, et aussi avec l'Université californienne de Los Angeles. Tous ces outils ont été rendus possibles par des développements théoriques autour de la physique du problème que je vous ai présenté et autour de la méthode de Monte-Carlo. Et ces développements fondamentaux ont des retentissements dans bien d'autres domaines applicatifs que celui des photobioréacteurs. Ils sont d'ores et déjà utilisés pour l'étude des sociétés d'insectes au CRCA de Toulouse, pour l'étude de la combustion dans les moteurs d'hélicoptères et pour l'étude des centrales solaires à Tours, à Toulouse, au laboratoire Rhapsody, Laplace et aux Promesses de Perpignan. Ils sont aussi utilisés pour simuler l'atmosphère de Vénus en astrophysique au LMD de Paris et pour modéliser les écoulements complexes à l'Académie des sciences roumaine. Mais moi, personnellement, ce qui continue à m'animer, ce sont ces problématiques liées à la transition énergétique et à la production d'énergie renouvelable, domaine dans lequel l'Institut Pascal de Clermont-Ferrand est à la pointe, et où j'ai eu l'ambition de vouloir travailler. La valeur de mon travail a été reconnue par mes pairs, et j'ai aujourd'hui la chance d'être maître de conférence à l'École nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand, et de pouvoir continuer mon travail à l'Institut Pascal, au sein d'une équipe dynamique. Et donc je poursuis ces travaux, je continue ces travaux, notamment à travers l'encadrement de plusieurs thèses, donc des thèses financées par le LabEx Clermontois, IMOBES 3, une thèse sur photobioréacteurs, donc vous reconnaissez ici le prototype dont je vous ai parlé,
une thèse spécifiquement dédiée sur les propriétés radiatives des micro-organismes que l'on co-encadre avec des collègues électromagnéticiens du laboratoire, une thèse sur photoréacteurs, et enfin une thèse sur cellules photoélectrochimiques qui, elle, est financée par l'Agence nationale pour la recherche. Donc dans ces procédés, ici, on ne sert plus de la photosynthèse naturelle, c'est-à-dire que ce ne sont plus des organismes vivants qui vont faire la photosynthèse, ce sont des matériaux synthétisés par l'homme que l'on va utiliser, souvent en s'inspirant du vivant, ce que l'on appelle le bio-inspiré, tout ça dans le but de produire du dihydrogène qui est un vecteur d'énergie très prometteur. Donc voilà, ces travaux se poursuivent et j'espère que vous aurez l'occasion de rencontrer ces jeunes gens qui sont ici dans le cadre du prix Jeunes Chercheurs d'ici quelques années. Merci pour votre attention. Alors, les questions. Oui, une petite question. Ouais. Oui, pour simuler vos géométries et le parcours de vos photons dans vos géométries, est-ce que vous avez regardé, par exemple, du côté de la physique des particules, des logiciels qui existent depuis très longtemps, tels que Géant 4, qui permettent de simuler des géométries extrêmement complexes et le parcours de n'importe quelle particule dans ces géométries? Oui, tout à fait. On se base sur des outils. Alors en fait, nous, on a aussi des besoins très spécifiques, hein, parce que ce n'est pas du tout un logiciel en fait, dont on se sert. Ce n'est pas du tout notre besoin n'était pas logiciel. Hein. Il y a plein de logiciels qui existent pour ça. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on cherche à créer, hein, c'est un travail collaboratif, c'est vraiment un environnement de développement, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on a complètement la main. Et on n'a pas de calcul préfet, on va vraiment mettre en œuvre nos algorithmes. Et le plus important à ce niveau-là, c'est de récupérer les calculs d'intersection, mais c'est vraiment nous qui gardons la main sur la génération de ces chemins, hein, parce qu'on peut. Une des qualités de la méthode de Monte-Carlo, c'est d'être exceptionnellement adaptative. C'est-à-dire que si je veux rajouter maintenant une autre population de micro-organismes, je vais pouvoir très facilement, dans mon suivi de photons, rajouter un élément, ou si j'ai envie de rajouter une surface dans le photobioréacteur, ou ainsi de suite. Donc on veut garder cette capacité d'adaptabilité et garder complètement la main. Par contre, on travaille aussi quand on est vraiment arrêté sur ce que l'on veut faire, comme dans le cadre des photobioréacteurs, on travaille à la charnière du passage à l'étape logicielle, donc utilisation familiale avec une interface graphique, et cela en lien avec une PME qui s'appelle Mesostar, que l'on pousse vraiment parce qu'on sent un grand besoin dans le domaine. Donc c'est plus, voilà, c'est plus une fois qu'on sait vraiment ce que l'on veut faire dans une application donnée que l'on va passer à l'étape logicielle. Oui. Alors, 1, 2, 3, allez-y, Nathalie. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les perspectives en termes d'industrialisation de ce type de procédé? Parce que là, on est vraiment sur des tailles de laboratoire. Tout à fait. Et souvent, ce qui est difficile, c'est de transcrire à des échelles beaucoup plus conséquentes. Oui, tout à fait. Alors, à l'heure actuelle, ce qui existe, à l'heure actuelle, sont des technologies très peu performantes. Donc, j'ai prévu une ou deux images. Donc, les choses vraiment à grande échelle, ça va être tout simplement des lacs, ce qu'on appelle des open ponds, des mares ouvertes, ou alors des choses un petit peu plus élaborées, mais toujours ouvertes, qui sont ce que l'on appelle des raceways, c'est-à-dire qu'en fait, on a une roue à hub ici, qui fait avancer, qui mélange quand même les micro-organismes. Donc il y a quand même déjà ici, ce sont deux technologies ouvertes, très peu performantes. Ici, on ne mélange même pas. Ici, on mélange, c'est juste la différence. Ces technologies sont très très peu performantes, donc elles sont à l'heure actuelle utilisées à grande échelle, mais pour produire des molécules à très haute valeur ajoutée, telles que des pigments. Vous voyez ici, hein, on cultive en fait des micro-organismes qui sont rouges pour faire des pigments, ou alors aussi des protéines. Ce qui fait qu'en fait, ce sont des produits sur lesquels il y a très peu de demandes au final, qui ont une très haute valeur ajoutée, donc financièrement c'est rentable. Il n'y a pas beaucoup de demandes, donc on n'est pas obligé de recouvrir la terre de photobioréacteurs très peu optimisés. Alors ça existe à très grande échelle. Là, ici, on voit ce qui existe, là, ce qui commence à exister à l'étape pré-industrielle, c'est-à-dire à peu près l'échelle, c'est le cœur du campus des CESO, on va dire, pas le campus entier, où on a un photobioréacteur clos, hein, c'est des tubes là qui se baladent. Donc ça, déjà là, on n'est plus à l'échelle industrielle, on est pré-industriel.
Et donc, donc, comme vous l'avez dit, hein, en termes de performance, je peux aussi vous montrer ça. En termes de performance, donc là on voit les tonnes à l'hectare et à l'année. Sur des mares ouvertes, donc des lacs, on est ici à 1 tonne par hectare et par an, 2, 5. On est plus bas que, au final, l'agriculture, la croissance en plein champ. C'est ce qu'affichent les autorités européennes comme étant la moyenne des efficacités des productions européennes. Après, on retrouve ce que je vous ai défini comme les raceways ici, à 30 tonnes par hectare et par an. Et là, on rentre déjà, donc, comme vous dites, dans quelque chose qui est encore de l'ordre de la recherche. Donc on est vraiment à la charnière, la transition à grande échelle doit se faire, avec ces photobioréacteurs clos, mais toujours pas optimisés, parce que la captation du soleil se fait directement. Donc en fait, le rayonnement solaire, il est atténué de suite, et tout le cœur du photobioréacteur, il ne sert à rien en fait. Donc, mais on atteint quand même, rien que le fait de mélanger, des productivités 70 tonnes par hectare et par an, vous voyez. Et là, moi, ce que je vous ai présenté, on est capable. Donc, ça, c'est l'efficacité maximale. On sait qu'on n'atteindra jamais, ça, c'est le maximum qu'on puisse faire avec la photosynthèse. Nous, on est à peu près à 200 ici avec ce prototype, donc on a encore une marge de manœuvre, mais c'est sûr qu'on est vraiment complètement encore à l'échelle du laboratoire. Ah ben, j'étais sûr que l'Imagrin avait posé des questions. Hein. Oui, vous avez parlé au début de votre exposé d'une éventuelle application en agriculture qui permettrait d'augmenter les rendements. Quel serait pour vous le procédé applicatif? Est-ce que c'est une façon d'enrichir par des micro-organismes les sols de façon propre, entre guillemets, ou une nouvelle façon de cultiver des végétaux? Alors, pour l'agriculture, déjà, alors là, l'application à l'agriculture, s'il s'agit de nourrir l'humanité, alors c'est vrai qu'il y a le micro-organisme que je vous ai montré, là, celui qui est en spirale tout au long, c'est spiruline. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est un complément alimentaire. Si vous allez en pharmacie, vous allez trouver, vous allez pouvoir manger de la spiruline. C'est un complément alimentaire qui est tout à fait remarquable, parce qu'il est suffisamment complet pour pouvoir remplacer à lui seul céréales et légumineuses. Vous savez que dans toutes les cultures, on associe la semoule avec des pois chiches, de culture maghrébine, ou du riz avec des lentilles en Inde, ainsi de suite. Si on mange qu'une céréale ou qu'une légumineuse, on va développer des carences. Et ce micro-organisme, il est très complet et il permettrait ça. Mais ça relève plus de l'ordre du complément alimentaire ou de la gestion de crise alimentaire. Je pense que personne ici, dans aucune communauté, n'a pour idée de se nourrir de pilules de spiruline. Par contre, l'avantage en comparaison avec l'agriculture conventionnelle ici, c'est qu'on est, à partir du moment où on est dans des environnements clos, donc il faut vraiment se donner les moyens d'arriver à ces résultats-là, hein. À partir du moment où on est dans un environnement clos, on peut vraiment contrôler les apports en eau. On sait que l'eau est précieuse dans beaucoup de régions, en apport en eau, et aussi les rejets en minéraux. On a des gros problèmes de phosphate et de nitrate en France, on le voit apparaître. Et là, on va pouvoir contrôler, justement, c'est-à-dire que chaque minéral qu'on met va être utilisé. On ne va pas être obligé d'en répandre partout, et il y en a la moitié qui part dans les nappes phréatiques, par exemple. Ça, c'est un apport. Oui, mais vous parlez d'environnement clos. On voilà. Produit pas, on peut pas. Un champ, c'est pas un environnement. Et clos. voilà. Donc si on fait, donc justement, oui, si je dis, il faut se donner les moyens de ça. Si l'on utilise une mare, un lac comme ça, là, c'est sûr que tous les nutriments, tous les nitrates et les phosphates qu'on met, ils partent aussi dans les nappes phréatiques. Ça, c'est à partir du moment où au moins on est dans ces technologies avec des tubes et où tout ce qu'on met est effectivement utilisé et pas relâché. Ça demande encore tout ça. J'ai encore 2 questions. Vous en avez... Patrice, le chimiste. J'ai une question technique. J'ai bien compris la façon de vous modéliser le transport dans vos simulations Monte-Carlo. Ce que j'ai moins compris, c'est comment vous modélisez la présence du micro-organisme. La présence du micro-organisme. Alors ça, c'est une question subtile. Donc en fait, non, c'est très bien. Donc en fait, on est dans un milieu mélangé. Donc les micro-organismes sont statistiquement distribués de manière uniforme et aléatoire dans tout le photobioréacteur. Donc en fait, leur présence, elle est gérée de manière aléatoire dans Monte-Carlo. C'est-à-dire qu'on ne va pas simuler vraiment le micro-organisme est ici, 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 et on ne va pas collisionner réellement avec un micro-organisme.
ils sont distribués de manière statistique, et donc dans la procédure de Monte-Carlo, grâce aux propriétés radiatives, en fait, ça c'est contenu dans les propriétés radiatives, justement, on va avoir la probabilité de rencontrer un micro-organisme à n'importe quel endroit, à cet endroit, à celui-là. Et cette probabilité, c'est un paramètre d'entrée. Alors cette probabilité, c'est les propriétés radiatives, justement, c'est la première partie du calcul du modèle, tout à fait. C'est un paramètre d'entrée, tout à fait. Merci beaucoup. Monsieur Boupaille. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié votre intervention. Vous travaillez à l'interface d'un certain nombre de problèmes, manifestement, et vous traitez des problèmes complexes. Alors j'ai une question un peu décalée. À la fin, vous avez terminé en me disant, voilà, j'encadre 4 ou 5 thèses. Et ma question, c'est comment vous faites en dépit de votre capacité à gérer la complexité? Alors, ça c'est une question liée au métier, aux évolutions. Absolument, c'est une question du métier posée par quelqu'un du métier. Oui, je comprends bien. Elle ne peut sortir que de là. Donc déjà, je participe à l'encadrement de plusieurs thèses. J'ai bien dit que je suis au sein d'une équipe. Donc nous sommes 5 à mener ce travail. Il y a, en ce qui me concerne, une valorisation commune de mon travail sur toutes ces thèses, parce que les outils que j'utilise dans les photobioréacteurs, pour l'étude des photobioréacteurs, peuvent s'appliquer quasiment à l'identique pour l'étude de la photosynthèse artificielle. Ce sont des systèmes très similaires. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir des micro-organismes, nous allons avoir des particules type semi-conducteurs ou complexes macromoléculaires bio-inspirés. Donc en fait, ce que cela remet en question principalement, c'est surtout justement le calcul des propriétés radiatives, parce qu'on n'a plus un micro-organisme, mais des complexes macromoléculaires. Donc ça veut dire que, en gros, et la compréhension aussi, ce qui se passe, les préoccupations d'optimisation sont très similaires. Donc en général, de manière très pragmatique, je peux vous dire que les réunions que l'on a avec nos thésards, en général, tous les thésards sont là, parce qu'à chaque fois qu'on avance sur une thèse, on avance sur tout en parallèle. Khalil, ce sera la dernière. Je suis désolé, parce que sinon, il faut que tout le monde se régale. Ma question donc, croise avec ce qui a été dit tout à l'heure par mon collègue chimiste. Dans votre modèle, donc en gros, vous tolérez tout. Enfin, vous utilisez Monte Carlo, donc en gros, toutes les possibilités sont permises. Et vous répétez ça à différents niveaux, à la fois pour le positionnement des micro-organismes, etc., etc. Sauf que la physique, elle a ses limites. Et donc, du coup, est-ce que vous respectez, est-ce qu'il y a des choses que vous ne tolérez pas de mettre en place ou en œuvre? Parce que, bon, finalement, le rendement au final, c'est quand même ça qui vous intéresse comme objectif ultime. Et puis, quelque part, dans le processus de modélisation, vous ouvrez tous les champs possibles et imaginables grâce à l'outil Monte Carlo. Alors, est-ce que dans votre méthodologie, il y a des choses que vous... Qui sont bloquantes. Des restrictions, voilà. Des verrous bloquants. Parce que la physique ne tolère pas tout. Hein. Alors, déjà, en fait, un premier verrou, là où on travaille beaucoup à améliorer notre chaîne de modélisation, en fait, elle concerne le calcul de ces fameuses propriétés radiatives. Parce que donc, ce calcul aussi, on le fait en utilisant Monte Carlo, en utilisant l'extension de Monte Carlo dont je vous ai parlé. Donc cette extension, elle permet de pouvoir gérer la géométrie complexe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose maintenant. À partir du moment où on est dans le cadre de Monte Carlo, on peut vraiment gérer des géométries complexes. Ça, c'est vraiment des avancées déjà énormes. Mais en termes de la résolution du problème d'électromagnétisme, je vous l'ai dit, c'est vraiment un problème de la physique actuelle qui est très présent. Cette histoire de résoudre un problème d'électromagnétisme avec une particule complexe, hétérogène. Donc, j'ai réussi à proposer des solutions pour faire ce calcul dans le cadre des micro-organismes qui ont la particularité d'être composés comme nous à 80% d'eau et d'être dans l'eau. Donc, il y a très peu de contraste entre le micro-organisme et son milieu environnant, ce qui me permet de développer des approximations spécifiques. Mais par contre, lorsque l'on va passer sur les autres thèses, sur des particules type semi-conducteurs ou autres, là il y a vraiment des enjeux qui relèvent de la physique de l'électromagnétisme. Après, c'est cette extension de la méthode de Monte Carlo là, que je vous ai présentée, elle a 1 an. Donc elle est d'ores et déjà utilisée, mais avec un niveau de maturité qui est celui de 2 ans, on va dire, parce que ça date du milieu de ma thèse. Donc il y a encore une grande maturité à obtenir pour aller pouvoir atteindre tous les calculs qu'on envisage de faire. On a notamment des problèmes à des moments de convergence avec Monte Carlo. C'est-à-dire que le calcul, il va falloir lancer non plus 1 million de rayons, mais il va falloir lancer peut-être 10 millions pour avoir
un bon résultat dans certains cas. Mais on est armé pour ça. Il y a toute une culture derrière pour faire tomber les convergences. Il y a encore bien des verrous, en effet. Merci.